Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée aux indépendances des États africains. Faut-il continuer à les célébrer? Pour cela, je reçois deux invités qui ont été fidèles tout au long de cette année au plateau de Regard Extérieur. D'abord sur ma gauche, Paul-Éric Emery. Bonjour. Bonjour Karine, bonjour à l'ensemble des téléspectateurs et puis bonjour aussi aux copanélistes. Très bien. Je rappelle que vous êtes membre actif du RDPC, section France Nord. En effet. Voilà, et que vous êtes plutôt dans la diaspora basée en France. Oui, depuis un certain moment déjà. Depuis un certain moment, très bien. Et puis, Mwazoulou Diwabanza, je rappelle que vous êtes à l'œuvre en ce moment, en tout cas d'un livre dont on a parlé la dernière fois. Vous êtes panafricaniste. Oui, et vous êtes le porte-parole du mouvement, je vous laisse le soin de le dire. Unité, dignité, courage, c'est un mouvement panafricain. Justement, depuis un moment donné, nous sommes déjà en action. Un mouvement panafricain, je dirais, très actif. Et aussi connu par le nom de Yakankou, c'est-à-dire les hommes et les femmes libres. Sans plus tarder, première question d'abord, Paul-Éric, est-ce que selon vous, cette année, le Cameroun fêtait ses 60 ans oui. D'accession à l'indépendance. Selon vous, faut-il continuer à célébrer cette année dans un contexte particulier lié à la pandémie Covid-19, on n'a pas pu organiser de manifestations, mais selon vous, est-ce qu'il faut continuer tous les ans à célébrer l'indépendance? Avant de répondre directement à votre question, s'agissant du cas particulier du Cameroun, je vous rappelle qu'on ne célèbre pas l'indépendance au Cameroun. C'est plutôt la réunification que l'on célèbre au Cameroun. Donc voilà. Donc pourquoi alors maintenant pour répondre à votre question, faut-il vraiment continuer à célébrer l'indépendance? Je pense que c'est quelque chose d'indispensable. Parce que c'est un point d'appui très important dans la construction non seulement de la nation et dans l'édification des institutions des pays en question. Donc c'est un point de repère important sur lequel on s'appuie pour essayer d'avancer dans le futur. Donc c'est nécessaire de commémorer ces événements chaque année, tout Très simplement. Bien. Mwazoulou, est-ce que selon vous, c'est important encore au regard en fait de ce qui remonte en termes d'histoire lié surtout à la colonisation, au rapport aujourd'hui, est-ce qu'il faut encore continuer à célébrer, commémorer ces anniversaires? Si on veut rester dépendant, oui, on peut continuer à commémorer ou à célébrer, mais si vraiment on veut parler d'indépendance et être indépendant, je dirais non. D'abord parce que qu'est-ce qu'ils ont voulu, nos pères des indépendances? Ils ont voulu justement mettre d'abord stop à ces processus très violents de la colonisation. Et en mettant fin à ces processus, ils ont voulu, d'autre part, récupérer ce qu'on appelle aujourd'hui la souveraineté de ces États et les attributs qui vont avec cette souveraineté, notamment la monnaie, notamment les armées, et bien évidemment nos politiques étrangères. Et je dirais aussi nos options financières et nos orientations économiques. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est le contraire de choses que l'on voit jusque-là. Donc pour moi, je pense que déjà, ça ne servirait à rien de continuer à commémorer l'idée d'une dépendance quelconque. Il faut couper ces cordons ombilicaux et empêcher aussi qu'il y ait ces dépenses faramineuses et inutiles, notamment qui entourent ces fastes-là les jours de ces soi-disant commémorations. Très bien. Vous entendez, Paul-Éric, un point de vue qui n'est pas du tout de ce... En gros, pour Mwazoulou, on peut pas, il est pas du tout... C'est antinomique de parler d'indépendance. J'entends bien son discours, mais je pense que, vous savez, le panafricanisme dogmatique n'apporte pas grand-chose. Vous savez, les idéologies, on les a vécues, on a bien vu là où ça conduisait, ces idéologies-là. Bon, il y a plusieurs panafricanismes. Je pense que le panafricanisme du collègue qui est sur le plateau, de mon point de vue, reste quand même assez dogmatique. Pourquoi? Parce que quand on regarde, il y a quand même 60 ans que la plupart de ces pays sont indépendants. Sur le régalien dont qu'il évoquait à l'époque, je pense que sur la monnaie, bien qu'il y ait des monnaies, de toute façon, quand on regarde, vous savez, le débat sur la monnaie est un grand débat qui cristallise un peu les passions à gauche et à droite. Mais quand on regarde concrètement ce qu'il y a dans cette monnaie, au niveau technique, moi j'ai entendu à peu près depuis 4-5 ans beaucoup de gens qui disent, pour parler rapidement du CFA, il faut abandonner le CFA, etc., etc. On voit l'expérience devant nous qui se passe au niveau de la CEDEAO où on nous annonçait une nouvelle monnaie, l'éco, etc.
avec encore un arrimage sur l'euro, etc., etc. Sur des analyses abruptes, très rapidement, le camarade dira tout à l'heure que oui, nous ne sommes pas indépendants, etc., etc. Moi, je lui dis non. Dans la pratique, ce qui est en jeu dans la monnaie, c'est ce qu'on appelle le multiplicateur de crédit. Vous comprenez? C'est un terme un peu technique là, parce que tout le monde parle du CFA sans parler du multiplicateur et du diviseur. C'est de ça dont il faut s'occuper. Comment est-ce que la politique de crédit se met en place à l'intérieur des pays? Comment est-ce que le remboursement de ces crédits s'opère dans ces différents pays? C'est ça le point technique. Si je comprends bien, c'est exactement ça. L'éco, c'est une bonne chose ou c'est pas une bonne chose? Non, je ne vais pas m'arrêter sur la coquille. Vous savez, l'éco, c'est comment ça s'appelle? Ils font, c'est de la communication. Ils disent qu'ils sont en train de changer une nouvelle monnaie, bon, qui sera partagée par l'ensemble des comment ça s'appelle, des pays qui sont dans l'UMO, la CEDEAO. La CEDEAO, c'est bien ça. Bon, on voit qu'il y a des petits problèmes avec le Nigeria, le Ghana, qui disent oui, non, on n'y va pas. Mais bon, enfin, tout ça, c'est de la conjoncture. Mais l'idée, c'est que, quelque part, il faut construire une zone économique qui reste viable. Quand on regarde, qu'est-ce qu'on regarde au niveau technique à ce niveau-là? C'est le marché qu'on construit. Parce que la monnaie fonctionne avec un marché, vous comprenez? L'Afrique de l'Ouest, si on regarde déjà le Nigeria, lui tout seul, il fait déjà 200 millions d'habitants, donc 200 millions de consommateurs potentiels. Sans rajouter le Ghana, la Côte d'Ivoire et puis tous les autres pays qui viennent. Je pense que ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. Tout simplement, pour ne pas être très long, c'est pour dire à monsieur Moizoulou, qui est ici présent, que le dogmatisme dans certains sujets n'apporte rien du tout, tout simplement. Ok. Moizoulou. J'aurais remarqué une chose, c'est que le co-débatteur, quand il développait, il parle du dogmatisme alors qu'il est en train de faire l'illustration parfaite de cette aisance du dogmatisme. Notamment, je m'explique, quand nous parlons justement de cette question des indépendances, je parle sur des faits concrets. Je parle sur une histoire que l'on peut palper, sur, si vous voulez, une organisation. Qu'est-ce que nous a demandé Patrice Lumumba? Patrice Lumumba nous a dit, à nous tous, ce qui nous attend, c'est de reconstruire notre indépendance et notre souveraineté qui a été bafouée. Justement, dans le cas de la République démocratique du Congo, le 10 juillet, 10 jours après l'accession de ces pays à l'indépendance, cette indépendance a été bafouée. Cette souveraineté à laquelle on aspirait nous a été volée et violée. La preuve, vous verrez que la plupart de ces pays ont, jusqu'à preuve du contraire, il évoquait la question de la monnaie. Je prends le cas de la République démocratique du Congo qui n'est pas dans la zone franc, mais qui, disons, qui est dans la zone franc, mais pas dans le franc CFA. Parce que c'est toujours le franc congolais. La République démocratique du Congo dépend de banques commerciales belges. Je précise, la nuance et détail, de banques commerciales belges. Ce qui voudrait dire que le peuple congolais est endetté vis-à-vis du peuple belge. Parce que c'est les contribuables belges qui contribuent à travers ces banques-là pour justement que la République démocratique du Congo puisse avoir des moyens de créer sa propre monnaie. Le Soudan, y compris les Ghana, les Nigeria, sont jusqu'à preuve du contraire subordonnés par des banques britanniques. En ce qui concerne notamment les mécanismes monétaires et financiers qui sont mis en place et justement la création ou la fabrication de leur propre monnaie. Je prends le cas de pays, notamment de la zone franc, qui sont arrimés justement au franc CFA. Qu'est-ce qu'on remarque? Je prends le chiffre officiel de la BCEAO. 416 millions, je précise, 416 millions pour l'année 2016. Pour la fabrication, l'achat des timbres pour la fabrication de cette monnaie. Ça, c'est l'achat des timbres. Je rappelle que cette monnaie, l'unité de production de la monnaie coloniale du franc CFA, se trouve à Chamalières, et qu'il faut après faire répartir, si vous voulez, cette monnaie de par là-bas. Le coût du transport, c'est justement les pays en question qui s'en chargent. Et au-delà de ça, ils ont donné naissance à une forme de jungle monétaire. C'est-à-dire, vous avez des pays comme le Ghana, comme le Nigeria, comme la République démocratique du Congo, qui sont frontaliers à des pays qui sont dans la zone du franc CFA. Et qu'est-ce qu'ils font? Les dirigeants de la République démocratique du Congo, qui gèrent justement les deniers publics avec une gabegie extraordinaire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont injecter les francs congolais. D'ailleurs, vous savez que la planche à billets est devenue un exercice très favori, un sport national en République démocratique du Congo. Et quand on fabrique de la monnaie, pareil, du franc congolais, on l'injecte dans le marché pour aller à la recherche du franc CFA. Pareil pour le Ghana, pareil pour le Nigeria. Et la conséquence directe, c'est l'économétrie de nos pays qui sont touchés, qui s'est traduit par l'augmentation vertigineuse des prix des denrées alimentaires ou des denrées de première nécessité,
notamment sur ces questions. Donc, quand je parle de questions justement militaires, nous remarquerons aujourd'hui que sur le plan militaire, il y a eu une présence jusqu'à preuve du contraire des bases militaires permanentes de l'armée française. À chaque fois que l'Afrique a voulu peut-être aller à l'encontre des orientations et des injonctions imposées par l'Élysée et tout consort, nous avons vu les cas illustratifs de la Côte d'Ivoire, les cas du Mali dont on parle aujourd'hui, ces pays-là qui sont victimes d'une pénétration, je dirais, et d'une intervention, je dirais, intempestive de l'armée française et de tous ses alliés. Donc on voit que les attributs même de cette souveraineté, de cette indépendance, nous ne les avons pas. Et à mon humble avis, aujourd'hui nous continuons dans un processus d'un combat que nous avons hérité de nos pères et que nous devons continuer jusqu'à en arriver à changer même, si vous voulez, les références de ces dates-là, parce qu'il faut des nouvelles dates de la fin de la monnaie coloniale du franc CFA, de la fermeture de toutes les bases militaires, de la mise à plat des accords de partenariat économique, de la suspension totale de l'aide au développement et, si vous voulez, de la coopération technique, qui sont notamment de questions très efficaces. Je prends justement pour chuter la question de l'OHADA, l'organisme d'harmonisation des droits des affaires, qui aujourd'hui installe la corruption, non pas en créant des hommes et des femmes corrompus ou corruptibles, mais d'abord par le système administratif de mécanismes qui sont mis en place, qui permettent justement à ce qu'il y ait l'installation officielle de la corruption. Donc voilà des mécanismes qui, pour moi, nécessitent alors de continuer ces combats. Vous voyez, donc c'est bien ce que je disais. Vous savez qui embrasse trop mal étreint, vous le savez. Bon, on parle de quoi? C'est-à-dire? On parle de quoi? Vous nous avez invités sur un débat concernant les indépendances. Faut-il continuer à les commémorer, oui ou non? Bien. Pour bien aborder cette question, il faut savoir de quoi il est question. D'accord? Monsieur parle du souverain, on va y arriver. Concernant l'Afrique, du souverain, parle de la monnaie, du régalien, tout ça. Mais justement, donc il faut éviter d'embrasser tous ces sujets en même temps, parce que sinon, après, on n'y comprend plus rien. Bien. Alors, premier état des choses, c'est que dans à peu près les 55 pays africains qu'on compte aujourd'hui, je crois que seuls 3 ont combattu pour l'indépendance, dans lesquels on relève l'Algérie, le Cameroun et Madagascar. Pour le reste, ce sont des indépendances qui ont été négociées. Et j'en veux pour preuve, la plupart des pays africains qu'on cite là ont des indépendances situées dans les années 60. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut regarder aujourd'hui? C'est qu'à partir du moment où vous avez un drapeau, vous avez un hymne national, ça veut dire que le pays est souverain. Et il est enregistré au niveau de l'ONU. Donc ça, c'est des libertés qui sont déjà consacrées. Et maintenant, s'agissant de ce débat sur la monnaie qui cristallise vraiment les passions à tous les niveaux, monsieur a évoqué encore ce sujet à l'instant, sans rentrer en profondeur dans ce dont il est question. Bon, monsieur est originaire de la RDC, il parle de la création monétaire là-bas. Bon, on sait très bien que quand vous multipliez la planche à billets, la conséquence immédiate, c'est directement l'inflation. D'accord? Dans un débat où on dit qu'il faut abandonner le CFA, bon, bien sûr, c'est des questions qui sont là, qui méritent d'être examinées. Bon, au demeurant, quand on regarde la RDC, et ce n'est pas un cas singulier, là-bas vous avez la monnaie nationale qui a cours dans le pays. Mais qu'est-ce qu'on constate finalement? C'est le dollar que les Congolais utilisent tous les jours. Le Congolais lambda va même acheter du pain avec des dollars américains, US. On regarde le Nigeria qui, de ce point de vue-là, lui aussi dit qu'il a sa monnaie, le Naira. C'est la même chose au Nigeria, c'est le dollar qui a cours. On regarde le Ghana, on dit oui, ils ont une monnaie indépendante et compagnie. C'est la même chose, c'est le même dollar qui est là-bas. Donc, ça voudrait dire quoi concrètement? Ça voudrait dire qu'il y a des pays qui, économiquement, sont plus avancés que les autres. On relève là les États-Unis, la Chine, le Japon, et puis la France, l'Angleterre, etc. Bon, que se passe-t-il? Quand vous créez votre marché, votre monnaie, il y a ce qu'on appelle un marché monétaire. Il y a une offre de monnaie, il y a aussi une demande de monnaie. Et le cours de la monnaie s'équilibre en fonction de la demande et de l'offre là-bas. Mais le plus important dans la valeur d'une monnaie, c'est la capacité de votre économie à produire des biens et services. D'accord? Alors, concernant la plupart des pays africains qui sont indépendants, on le rappelle ici, depuis 1960. Quand on regarde, on fait une analyse très rapide des secteurs économiques qui sont le primaire, le secondaire, le tertiaire et voire même le quatrième secteur qui concerne donc l'économie numérique et ensuite la communication et tout ça. Sur le plan agricole, aujourd'hui, on n'a pas encore atteint
une agriculture intensive ou extensive. Bon, mis à part certains pays d'Europe du Nord qui sont là, le Maroc en particulier, je pense un peu aussi la Tunisie qui commence à faire des progrès notoires dans ce domaine-là. Les autres pays sont encore à des stades vraiment embryonnaires de l'agriculture. Or, on le sait très bien, c'est les profits générés par l'agriculture qui vont permettre de lancer ce qu'on appelle l'industrie, qui est dans le secondaire. Alors moi, je suis un tout petit peu perdu dans l'explication. Oui, c'est-à-dire ? Parce que vous avez commencé par dire que si on parle des indépendances, on ne doit pas mélanger quand on parle notamment de la monnaie. Voilà. C'est-à-dire que c'est un débat technique. Voilà, vous avez pris l'exemple avec le Nigeria, la RDC qui a sa propre monnaie. Alors, ce que vous voulez dire, c'est quoi ? Ce que je veux par là dire, c'est que vous pouvez créer une monnaie, tout le monde peut le faire, hein, du jour au lendemain. Les députés se réunissent avec les sénateurs, on dit oui, bon, on va créer une nouvelle monnaie. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de regarder d'abord ce que votre économie structurellement produit, puisque c'est la structure de votre économie qui va donner de la valeur à votre monnaie. Donc c'est mieux, alors si je comprends bien, les pays qui sont donc pour le CFA, notamment comme le Cameroun, ont donc raison de continuer à garder le CFA, parce que selon vous... C'est pas ce qu'on dit, c'est que techniquement, parce qu'il faut voir ce problème à plusieurs étages. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que vous créez cette monnaie, au fur et à mesure, votre économie n'est pas suffisamment structurée pour pouvoir soutenir la valeur et le coût de cette monnaie, ce qui fait que forcément l'inflation devient galopante et puis la monnaie perd de sa valeur. Ça, c'est classique, ça. Bien. Maintenant, et le corollaire de ça, c'est que vous avez voulu être indépendant en le faisant. Qu'est-ce qu'on constate sur des pays qui ont pris cette démarche? C'est le cas de la RDC, c'est le cas du Nigeria, etc. On a une autre monnaie qui vient supplanter la monnaie nationale. Comprenez? C'est le dollar qui vient supplanter à peu près ces choses-là. Il y a aussi des cas récents, je crois, en Afrique de l'Est, où maintenant ils emploient le yuan chinois. Vous voyez, non? Donc l'idée, c'est quoi? C'est que le débat de la monnaie doit s'appuyer sur des valeurs concrètes, à savoir d'abord bien structurer l'économie sur l'ensemble des Donc secteurs. L'indépendance, la souveraineté n'a rien à voir avec le fait d'avoir une monnaie qui est un héritage colonial. Non, en fait, l'indépendance, elle est là. L'indépendance, elle est là, la souveraineté, elle est là, tout le régalien est là. Parce que moi, je suis désolé de l'apprendre à mon frère qui est ici, c'est bien des Africains qui sont aux commandes d'un certain nombre de choses, au niveau militaire, au niveau monétaire, au niveau, je ne sais pas, de l'énergie, etc. Tout ça, c'est des Africains qui sont là. Hein. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Hein. Donc, vous savez, il y a un dogmatisme qui continue à dire que oui, il y a le néocolonialisme, etc. Ça, on en est conscient parce qu'effectivement, il y a des influences qui sont là, qui ne sont pas négligeables. Ça, on le sait. Mais quand même, il y a un chemin qui est ouvert pour l'ensemble de ces pays qui s'ils travaillent de façon structurée et de façon organisée, vont aller vers ce chemin-là, tout simplement. Mouazoulou, votre réponse peut-être. Ma très chère Karine Orio, je vais aider justement à essayer de pousser un peu plus loin les bancs d'intelligence de vos téléspectateurs et téléspectatrices. Parce que ce sont des questions qui sont tellement capitales et qui parfois nous mettent dans des états carrément d'épilepsie active. C'est-à-dire de nous pousser encore plus loin dans l'action quand nous entendons des propos pareils. Justement, je voudrais d'abord rectifier une chose. Parmi les pays africains qui ont été indépendants, notamment la Guinée du président Amilcar Cabral a combattu armes à la main pour aller conquérir cette indépendance. J'irai avec la Namibie du président Samou Djouma, qui d'ailleurs, après la création de l'Organisation de l'Unité africaine, l'une des missions de l'Unité africaine était justement d'accompagner le camarade Samou Djouma jusqu'à la conquête de l'indépendance de la Namibie. Ce qui en est aussi le cas de l'indépendance de l'Angola avec le président Agostinho Neto. Oldouin Roberto de l'autre côté, Jonas Malero Savimbi. Il y a eu un combat mené dans ce sens. Le 4 janvier 1959 restera à jamais gravé dans la mémoire de plus d'un lorsque le peuple congolais de la République démocratique du Congo est sorti dans la rue sous l'appel du président père de l'indépendance, président Kasavubu, qui, à travers cette manifestation, il y a eu une répression sanglante, d'où la Belgique a pu céder. D'ailleurs, il y a même certaines théories qui parlent d'une intervention, je dirais, mystique, de la part d'une annonce qui a été faite par Simon Kimbangu de la démonstration qu'il y a eu sur le lieu de cette indépendance. C'était pour rectifier que la plupart, la liste serait exhaustive, non exhaustive, si je continue à citer, des pays qui sont allés à la conquête véritable dans la lutte de cette indépendance. Donc ça, c'est le premier point. Ce n'est pas moi qui le deuxième point. Ce n'est pas moi qui le dis. On parle là des pays où il y a eu une lutte armée. Dans le cas du Congo, je ne sais pas quels sont les Congolais. Vous parlez de la lutte armée. La lutte pour l'indépendance n'est pas seulement armée.
Je vous ai cité deux on parle de pays où il y a eu un combat pour cette indépendance. Notamment avec Amilcar Cabral, je vous ai cité Samou Djouma, je vous ai cité Abossi Neto, et je vous cite, de la Namibie, je vous cite maintenant d'un soulèvement populaire qui a enclenché justement ces combats en République démocratique du Congo, dont les martyrs restent jusqu'à preuve du contraire, gravés dans nos mémoires de façon indélébile le 4 janvier 1959. Ça, c'est un premier point. Un second point, lorsque j'évoque la question justement de la monnaie, j'évoque la question de l'armée, j'évoque la question de nos politiques étrangères, j'évoque la question des ACP, des accords de partenariat économique, c'est justement pour démontrer que dans tout ce qu'on appelle des pouvoirs régaliens, les attributs de la souveraineté et de l'indépendance d'un État, les pays africains dans leurs ensembles, zéro, nada. Non, on peut pas dire ça. J'en viens, personne ne gouverne justement, ne tient ces attributs-là. Justement, il parle des drapeaux et de noms. Oui, je sais. C'est d'ailleurs la raison pourquoi nous, on parle d'indépendance des drapeaux. Vous savez, il y a une réalité. Les pays africains ont accepté d'abord les indépendances qu'on a surnommées, nous, les indépendances des 20%. C'est quoi les indépendances des 20%? Les territoires africains ne sont d'abord habitables que dans la plupart, dans une quasi-majorité de 20%. Le reste, vous verrez, vous aurez à remarquer que c'est des mines à champ ouvert. C'est-à-dire des mines où les nations occidentales leur ont dit les 80%, n'y allez pas. Deuxième preuve, vous verrez que dans la question par exemple du franc CFA, il n'y a pas fort longtemps ici, tous ces pays déposaient 80% de leurs avoirs dans les réserves françaises et gardaient le 20%. Donc ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on nous donne le 20%. Et ces 20%-là, c'est justement, ce sont des parcelles de pouvoir où vous êtes censé décider et où vous n'êtes pas censé décider. Disons le cas par exemple de la présence des armées françaises. L'armée française a des bases militaires permanentes dans l'ensemble des pays soi-disant indépendants. Lorsque le peuple gabonais s'est levé à un moment donné pour dire non à Bongo, tout le monde a suivi comment Bongo pleurait et demandait l'intervention de la France. Nous l'avons vu lorsque Laurent Gbagbo fait face à une rébellion. Il dit, ah, justement, il y a des accords ici, pourquoi vous n'intervenez pas? L'armée française vient avec l'opération Licorne, mais coupe le pays en deux pour permettre justement à armer Alassane Ouattara et ses amis, Guillaume Soro, pour venir conquérir le pouvoir. Et on en voit aujourd'hui les théâtres, l'Afrique, notre mère patrie, l'Afrique est devenue les théâtres de plusieurs justement opérations. Je citerai les noms de plusieurs opérations de l'armée française et de ses amis, de ses alliés, qui sont en train justement de déstabiliser de manière permanente nos pays. Parlons de l'économie. Lorsqu'on parle d'indépendance, savez-vous un pays africain qui aujourd'hui a le pouvoir de décider de produits que nous produisons sur le marché international? Les matières premières que nous produisons sont aujourd'hui pris, je dirais, quasiment à des prix insignifiants, je dirais gratuitement. Ce qui en est le cas d'ailleurs dans la plupart des pays, c'est la raison pourquoi il y a ces armées pour piller. Et lorsqu'on arrive dans le marché international, les produits finis, qui d'ailleurs en découlent de produits bruts dont j'évoquais, nous sont revendus à des prix exorbitants. Le président Thomas Sankara, Isidore Noël Thomas Sankara, est décédé justement à cause de l'un de ces problèmes, quand on parlait un terme que tous les Africains connaissent, le terme de l'échange inégal, dont nous produisons les matières premières, les prix insignifiants, et les produits finis nous sont revendus à des prix quasiment inaccessibles. Voilà, moi, les éléments qui prouvent et qui démontrent justement que nous sommes encore dans un processus de lutte pour la reconquête de notre indépendance et de notre souveraineté vraie. Comme le disait Patrice Lumumba, qu'il faut reconquérir et reconstruire cette indépendance et cette souveraineté qui a été bafouée. Aujourd'hui, dans le concert des nations, qu'est-ce que l'on voit? Quelle est la voix de l'Afrique, du pays africain qui pèse? Si ce ne sont des pays qui ne sont reconnus qu'à travers, justement, cette subordination coloniale attachée notamment à des royaumes anciens de l'Europe, à des royaumes, justement, occidentaux, ou notamment à des influences linguistiques, comme on parle par exemple de l'Afrique francophone, de l'Afrique anglophone, de l'Afrique luxophone. Où est le respect de l'identité et la reconnaissance de notre vraie identité dans l'échiquier aujourd'hui de la politique et de la diplomatie internationale? Encore une fois. Alors, faire un refus volontaire, parce que j'imagine que, je le sais, je n'en doute pas que vous êtes très conscient, notamment je sais que vous êtes très engagé sur le plan politique avec le parti notamment du président Biya. Oui, le RDPC, oui. Voilà, dont d'ailleurs le bilan est très catastrophique durant toutes ces... Ça c'est votre avis. Donc je sais que vous êtes conscient. Donc quand vous posez des réflexions et des arguments qui vont dans le sens de reconnaître les indépendances des drapeaux et des noms, c'est bouleversant quand même en tant que responsable politique. Parce que demain, l'usage de votre souveraineté s'arrêtera au drapeau du Cameroun. D'ailleurs, l'hymne national du Cameroun est chanté en quelle langue?
L'hymne national du Cameroun. On le chante en français et en anglais. Et en français et en anglais. Quelles sont les langues nationales du Cameroun? Qui sont des langues officielles. Non, je parle de l'hymne national. L'hymne national, oui. Je vais aller sur l'étymologie. Oui. L'hymne national. Non, pas besoin d'aller sur l'étymologie. Bon, voilà, l'hymne national. Votre question est suffisamment claire. Voilà. Et je pense que la réponse que j'apporte est aussi claire. Non, attendez, il y a un problème avec vous. Il y a un problème avec vous. Non, il y a un problème avec vous, c'est que il y a un problème avec vous, c'est que vous faites des analyses très rapides de choses qui sont en réalité très compliquées. D'accord? S'agissant par exemple de comment s'appelle de ces mines ou alors de comment s'appelle des matières premières. Oui, les ressources naturelles. Aujourd'hui, mais il s'agit de regarder ce qui se passe dans ce domaine-là. Ça tient en 3 lettres, ETD, c'est-à-dire extraction, transformation et distribution. D'accord? Donc la valeur ajoutée, elle se passe où? Elle se passe dans le T qui est la transformation et la distribution. Bon. C'est compliqué ce que vous venez de dire. Non, je répète ça. Non, mais ça ne sert à rien de répéter. C'est-à-dire que clairement, pour le téléspectateur qui regarde... Oui, non, mais c'est assez simple. Et je vais exemplifier. Très bien, je vais exemplifier pour aller très rapidement. On prend le cas du diamant. D'accord? Le diamant, c'est un minerai qu'on va extraire, donc le E. Le E. Bon, du diamant brut, ça ne vaut pas grand-chose. Mais maintenant, une fois qu'on est sur le T et la transformation, on va le tailler, etc., ça prend une valeur. Et ensuite, la dernière partie, il faut bien le distribuer, c'est-à-dire le D. Donc, toutes les matières minérales, ou que ce soit le pétrole, tout ce que vous voulez là, ça tient sur ces 3 lettres-là. Et maintenant, chaque pays doit travailler pour essayer d'arriver sur ces 3 lettres-là. Si vous continuez à rester dans l'extraction, effectivement, la transformation et la distribution va vous échapper. Regardez, aujourd'hui, vous prenez un exemple, le meuble chinois. Les Chinois font leurs meubles depuis chez eux en Chine. Ils le font depuis la Chine et c'est eux qui les distribuent ici, à travers les magasins chinois où on distribue des meubles. Donc, ils captent toute la valeur depuis le départ. Pourquoi les pays africains font ça? Parce que c'est un problème de réflexion. À un moment donné, vous savez, si vous ne réfléchissez pas, et si vous ne travaillez pas, vous n'allez arriver à rien. Donc, ce champ des possibles est ouvert à toute l'Afrique. Personne ne nous bloque à ce niveau-là. Il n'y a pas de domination. Non, attendez, personne ne nous bloque à ce niveau-là. Vous êtes libre aujourd'hui d'extraire votre diamant, d'essayer de faire la transformation et ensuite réfléchir à la distribution. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On va dire que la place d'Anvers, là où c'est devenu le marché mondial du diamant, il n'y a pas un seul diamant qui est produit en Belgique, ni quoi que ce soit ici en Europe, mais c'est là-bas qu'on négocie ces diamants. Mais il appartient aujourd'hui aux Africains d'analyser le problème en se disant, ça nous appartient, ça vient bien de chez nous. Comment est-ce qu'on va mettre une stratégie pour être à la fois sur le E, sur le T et sur le D? Mon cher frère, vous êtes en train de faire une gymnastique de démonstration excellente. Je vous l'accorde. Mais attendez, vous êtes en train d'effacer par le revers de la main, d'effacer par le revers de la main des réalités historiques et politiques, économiques qui sont vraies et qui sont vivables. Je viens dans votre sens. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est facile. Je suis en train de mais je dis que c'est le chemin vers lequel on doit aller. Je suis en train de venir dans votre sens. C'est-à-dire que dans votre sens, je viens pour dire, vous posez un premier problème de réflexion et de travail. Ce qui pose un problème d'ailleurs réel, parce qu'il y a notamment un problème de subordination, notamment intellectuelle. C'est là où on en vient encore à cette question de l'indépendance et des souverainetés, parce que le programme éducatif qui est censé former l'homme africain pour qu'il en arrive à cette maturité intellectuelle et pouvoir travailler dans ce sens, sont déjà des programmes lobotomisants et humiliants. Non, on peut pas dire ça. On peut pas dire ça. Tout à fait. Donc, on passe de... Attendez, si on s'arrête juste 2 minutes là, parce qu'en matière d'éducation aujourd'hui, rien ne vous échappe au niveau des technologies, de l'information et de la communication. Tout ça, c'est largement diffusé en Afrique. Même y compris dans des villages où il n'y a même pas d'électricité. Non, attends, vous évoquez un problème de distribution ou d'accès à l'informatique. Je n'en discute pas, je parle de la formation. Et cette formation je parle de la formation en qualité et en compétence en matière de ça. Parlons, parlons d'abord du programme éducatif en partant notamment du cycle primaire, ce qui se passe dans nos pays. Lorsqu'on regarde le cycle primaire dans des pays africains dits il n'est pas le même d'un pays à un autre. Ça, il faut déjà d'abord. Non, il y a des nuances. Il y a des nuances. Accepter les nuances déjà. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a des nuances parce qu'il y a des réalités historiques ou géographiques qui rentrent, qui va différencier notamment le programme. Mais le socle du programme tel qu'il est, le socle du programme tel qu'il est présenté, avec des années notamment primaires, des années secondaires et jusqu'au niveau des humanités, le socle qui est présenté, c'est des socles notamment validé par l'UNESCO, mais qui est élaboré par la France, tout le monde le sait, en ce qui concerne les pays francophones. En ce qui concerne les pays francophones. Tout le monde participe à ça. En ce qui concerne les pays francophones. Le professeur Cheikh Anta Diop, lorsqu'il rédige avec l'ensemble justement de beaucoup de spécialistes africains pour réécrire
l'histoire de l'Afrique et le présenter au niveau de l'UNESCO. Pourquoi ce travail-là a-t-il été demandé? Justement parce que l'histoire d'abord et les programmes éducatifs imposés dans des pays africains sont des programmes lobotomisants aliénants datant de la colonisation. J'en viens. Vous mélangez deux choses. Non, je ne mélange rien. J'en viens. L'histoire, c'est une partie. J'en viens. Et l'éducation, c'est un Je suis en train de joindre. C'est pas les mêmes problèmes. On va juste le laisser finir. Une matière. Pas les mêmes problèmes. Je suis en train d'adjoindre une matière au sein du programme éducatif. J'ai pris l'exemple notamment de l'histoire pour illustrer justement là où on peut mieux palper ce que je suis en train de dénoncer ou de décrier. Et là encore, donc on en arrive. Je viens dans un deuxième aspect. Laissez au moins le fil de mon intelligence continuer de mon intervention au lieu de m'interrompre successivement, parce que si je le fais, si je le fais en contre-retour, on ne fera pas le débat. Donc laissez-moi développer pour que je puisse, notamment ceux qui nous suivent, puissent avoir notamment la quintessence de pouvoir saisir ce qu'il en est le déroulé de ma réflexion. Donc je disais, on en arrive au deuxième point. Je parle du programme éducatif. On en arrive au deuxième point. Le deuxième point, justement, c'est pourquoi j'ai évoqué la question des ACP. Moi, je savais qu'en amont, on allait retomber dans ça. Quand j'évoquais les questions des ACP, des accords de partenariat économique, il y a une primauté dans les accords. Prenez les accords de partenariat économique qui lient la France au Cameroun. Vous verrez qu'il y a une primauté pour la France. C'est-à-dire qu'en termes de matière, par exemple, de production, je peux prendre un exemple, bois, ou par exemple du pétrole, ou par exemple de quelques matières que ce soit. Il y a une primauté dans des pays où la France a ce qu'ils appellent, eux, notamment une histoire commune. Ce qu'ils appellent, eux, une histoire commune. Entendez par là la colonisation et la violence, parce que ces livres de cette histoire commune est émaillé des violences et des crimes odieux en ce qui nous concerne. Et lorsqu'ils évoquent ça, vous verrez que dans la plupart de ces pays, il y a justement cette primauté imposée dans les accords. Donc chaque pays... Attendez, j'en arrive, je vais finir par là. Oui. Si la Chine arrive face au Cameroun, et la France a le droit à la primauté. Je prends un exemple illustratif au Congo-Brazzaville. Lorsque le président Pascal Lissouba arrive au pouvoir, et que le président Pascal Lissouba dit niet aux accords qui ont été signés sous Denis Sassou Nguesso. Qu'est-ce que la France fait? La France impose notamment le refus de ce qu'ils nous vantent tous les jours, ce qu'on appelle la garantie de convertibilité. C'est-à-dire, comme la République du Congo-Brazzaville est dans le franc CFA, lorsque la République du Congo-Brazzaville a vendu le pétrole à la Chine a donné sa monnaie, c'est la France qui devait se charger notamment de pouvoir transformer ou, si vous voulez, échanger cet argent en euros et donner notamment la possibilité au gouvernement du Congo-Brazzaville. Mais comme le président Pascal Lissouba avait dit niet, la France a dit niet, je ne change pas et je n'interchange pas cette monnaie. Attendez, ce qui démontre dans ce processus dans lequel je suis en train d'aller, qu'à travers des accords qui reposent sur des bases encore coloniales, des accords des partenariats économiques, il nous est difficile de pouvoir aller, comme aujourd'hui je suis d'accord avec vous, par exemple, quand les Botswana est allé dans ce sens, à pouvoir transformer son diamant sur place. Et lorsque Mouzé Laurent Désiré Kabila, parce que vous parlez de ces questions-là, avait voulu aller dans ce sens, il n'a pas caché Mouzé Laurent Désiré Kabila en disant ouvertement devant le monde lorsqu'il a reçu l'appel de Madeleine Albright, en son temps, chef de la diplomatie américaine, qui lui disait « Nous ferons comme Mobutu. Vous avez 30%, nous avons 70%. » C'est-à-dire, je voudrais par là chuter pour vous dire qu'il y a des menaces et qu'il y a des injonctions et qu'à chaque fois qu'un président africain veut aller à l'encontre de ça, on connaît le chemin. Le chemin dans lequel moi je suis aujourd'hui, le chemin que vous évitez, c'est ce chemin-là où on trouve jonché les cadavres de Patrice Lumumba, les cadavres de Thomas Sankara, les cadavres notamment de Mouzé Laurent Désiré Kabila. C'est qui démontre que nous sommes dans un combat que vous devez reconnaître et l'absence totale des indépendances et des souverainetés dans des pays africains. Attendez. Vous savez, vous embrassez encore une fois de plus beaucoup de sujets. Non, je suis dans le même sujet. Ce qui font que... Je suis dans le même sujet des attributs de souveraineté. Je reviens sur les ACP que vous avez évoqués il y a un petit moment. Parce que ce n'est pas tout de parler des ACP. Il faut regarder le contenu de ces ACP. Et moi, je suis désolé de vous l'apprendre. Dans les ACP, quand vous regardez, pour un pays que je connais bien, qui est le Cameroun, il n'y a pas une primauté de la France par rapport à ces échanges-là. Le Cameroun a diversifié ses partenaires économiques au niveau international. Mais mon chef, vous parlez déjà de diversifier. Attendez, ça existe, non? Ça existe bien. À quel moment la réalité est là. La réalité est là. Attendez, mais attendez. Pourquoi on doit diversifier? Parce que tout était uni dans un sens. Attendez, tout était uni dans un sens, donc il fallait diversifier après. La diversification arrive, je sais à quel moment. Omar Bongo a dit la même phrase, Denis Sassou Nguesso a dit la même phrase, Paul Biya a dit la même phrase, comment il s'appelle, Joseph Kabila a dit la même phrase. C'est-à-dire ça, c'est la politique française qui vous dit à un moment donné sur le texte, on va parler de diversification. De la même façon, si vous ne laissez pas développer... Il y a eu déjà l'unité dans le sens que la France avait le monopole. Et quand on a décrié cela, ces dirigeants-là se sont cachés, aller dans le sens de parler on va diversifier. Mais ça vient de là des années 90, au-delà des années 90, 2000.
Vous savez, faire de l'idéologie, c'est une chose, mais ensuite je parle sur des faits concrets. Moi aussi, je vais vous parler du concret. Je vais aussi vous parler du concret. Je ne parle pas d'une indépendance et d'une souveraineté des drapeaux, je vais vous parler comme vous l'avez qualifié. Écoutez, je vais vous parler du concret. Aujourd'hui, quand le Cameroun veut construire un barrage hydroélectrique qui fait à peu près 400 milliards de francs CFA, ce n'est pas la France qui vient construire ce barrage hydroélectrique, d'accord? Ce barrage hydroélectrique est construit par la Chine, d'accord? Et ce n'est pas à travers votre compte d'opération en CFA que ce contrat-là a été négocié. Je prends un deuxième cas, le nouveau stade de Douala-Japoma, là, qui va accueillir la CAN peut-être en 2021 ou en 2022. Là. On parle là de 143 millions de dollars. Ce stade a été construit par la Turquie. Et ces 143 millions de dollars ne sortent pas de votre compte d'opération. Donc c'est pour vous dire qu'il y a une votre exemple ne tient pas parce que non, je vais vous en donner deux. Parce que votre exemple ne tient pas. Non, attendez. Et je vais même poursuivre parce que des exemples, non, je m'arrête d'abord là parce que vous l'avez fait. Je m'arrête là. Non, mais attendez, vous avez beaucoup parlé, vous avez embrassé beaucoup de choses. Laissez-moi finir. Donnez-moi 2 minutes. Cet argent-là. Donnez-moi donc 2 minutes. Votre exemple ne tient pas parce que c'est de l'argent venu d'abord de la FIFA. Vous aurez le temps de dire le contraire. Je voudrais juste vous préciser que votre exemple là ne tient pas. Parce que quand vous évoquez la. Non, attendez. Quand vous évoquez. Bien sûr qu'il tient. Quand vous évoquez la construction de ces stades-là, notamment la sélection... Ça vient du coin d'opération ou non? Répondez par où? Ça, ce n'est pas l'argent du Cameroun, c'est l'argent de la FIFA. Je voudrais vous demander. Il y a une commission mise en place pour... Attendez. C'est l'argent de la FIFA, vous êtes sûr de ça? Il y a une commission... Où est-ce que vous avez vu que la FIFA vous donne de l'argent pour construire des stades dans vos pays? Vous avez vu ça? Il y a une commission mise en place lorsque chaque pays organise notamment la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football. Ah, d'accord. Mais vous le savez, vous n'allez pas l'ignorer. Oui, allez-y. Ce n'est pas l'argent du Cameroun. Le Cameroun n'a pas l'argent de construire tout ça. Ah, le Cameroun. C'est d'ailleurs l'argent qui a été détourné à partir du Cameroun. De l'argent qui est versé justement pour vous aider à construire ces stades. Raison pour qu'on a connu ces retards. La CAN aujourd'hui a été repoussée pour ça. Justement parce que vous avez détourné cet argent. Et quand il s'agit justement... Et c'est des mots faciles, vous avez détourné. Vous avez les preuves de ces détournements. Quand il s'agit justement... Est-ce que vous avez les preuves de ces détournements? Je peux le démontrer noir sur blanc. Si vous voulez vraiment qu'on aille sur ce terrain-là, je peux le démontrer. Lorsqu'on verse l'argent à un pays, l'organisation de toute compétition confondue. Ça se passe pas comme ça. Quand, par exemple, même que ce soit des pays européens, ça se passe pas du tout que ce soit des pays européens ou autres, la Coupe du Monde, l'autre là on l'appelle comment? Les Jeux Olympiques, la Coupe d'Afrique des Nations de football, notamment la CAF, parce que l'Afrique, la FIFA passera par la CAF, qui verse l'argent à vos pays pour organiser tout cela. On sait comment ça se passe. Et cet argent-là, comme vous savez, c'est la CAF et c'est la FIFA on n'a pas besoin de parler de compte des opérations parce que ce n'est pas de la production sortie du Cameroun. Je vous aussi parler d'un barrage hydroélectrique là. On le laisse finir. Quand on parle de compte des opérations, on parle justement de ce qui est produit par le Cameroun. C'est en ce moment-là qu'intervient les comptes des opérations où vous avez l'obligation de passer par là parce que la France vous l'a imposé, vous l'a obligé. La preuve aujourd'hui. Non, je suis en train de vous dire. Qui est ce dirigeant camerounais qui est capable de sortir du Cameroun du franc CFA? Il n'en est pas. Attendez. Déjà, vous n'êtes pas au courant de ces questions-là parce que vous les abordez de façon très légère, de façon très rapide. Ce qui fait que vous êtes toujours dans une idéologie là qu'il faut remettre au goût du jour. Nous tous on est des panafricanistes comme vous là, c'est-à-dire que la souveraineté, l'indépendance des peuples africains, etc. Ah non, c'est pas ce qui se remarque dans la politique de votre parti. Je vous ai laissé parler. C'est-à-dire que nous aussi nous sommes sensibilisés à ces problèmes-là. Mais maintenant, il y a une intelligence qui consiste à aller sur le plan pratique et voir comment les choses se positionnent sur le plan pratique. Et c'est ça le problème que vous avez, c'est-à-dire que vous restez systématiquement dans l'idéologie, oh, on nous empêche de faire ci, on nous empêche de faire ça. Ce n'est pas ça. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, les choses se passent concrètement et différemment de ce que vous pouvez imaginer là. Donc, je vais vous dire, déjà pour commencer, vous avez abordé beaucoup de sujets en même temps. Si on revient sur le plan de l'éducation, vous avez dit que l'éducation aujourd'hui, dans la plupart des pays africains, est une éducation qui est mortifère, etc. Je vous dis non. Là aussi, ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup. L'Afrique, écoutez. L'Afrique, malgré les problèmes qu'elle traverse, etc., a réussi pour la plupart de ces pays à s'arrimer à ce fameux cycle qu'on appelle LMD. Aujourd'hui, d'accord? Un cycle international qui intéresse vraiment l'ensemble des nations. Les Africains sont dans le cycle LMD. Ça, je vous l'apprends. Donc, ça veut dire qu'il y a des adaptations.
des adaptations, peut-être pas à votre rythme, mais ces adaptations sont faites, à la fois au niveau des enseignements de base, des enseignements secondaires et des enseignements universitaires. Non, c'est une nouvelle subordination. Ne me parle pas des adaptations, parce que l'OHADA aussi est perçu comme l'adaptation de milieu des affaires, mais c'est une forme de subordination. Écoutez, j'aimerais que vous fassiez la nuance quand vous évoquez ces adaptations. Par exemple, le système éducatif dans un pays comme le Cameroun, que je connais bien, il y a 3 ministres qui sont affectés à cette tâche-là. Oui. C'est-à-dire qu'on a un ministre de l'enseignement de base, enseignement secondaire, et puis aussi on a un ministre de l'enseignement supérieur. Okay. D'accord? Quand on regarde la population qui est concernée par ces problèmes d'éducation-là, c'est des millions de personnes. S'agissant de comment s'appellent les encadrants, qui sont les professeurs, etc., on va compter une communauté au bas mot de 2 millions. Vous ne pouvez pas me dire que vous, étant assis là où vous êtes là, vous réfléchissez mieux que les 2 millions de personnes qui sont concernées. Quelle est la langue utilisée pour dispenser cet enseignement? Quelle est la langue? Vous avez parlé. Non, vous évoquez un problème, je vous pose une question. Non, mais moi, quelle est la langue utilisée pour dispenser cet enseignement? Je suis en train de vous amener sur le concret. Oui, sur le concret. Et le concret, c'est à peu près 2 millions de personnes dans une communauté éducative qui n'ont pas les yeux fermés. Attendez, je vais vous répondre. Qui n'ont pas les yeux fermés, qui ont un regard sur le monde. Parce qu'on éduque l'Africain d'aujourd'hui pour qu'il puisse travailler, y compris en Afrique et ailleurs aussi. Avec quelle langue d'enseignement? Ma question est simple. Sur le concret. Vous savez, la langue de l'enseignement ne dénie pas comment s'appelle la qualité de l'enseignement qui est produit. J'ai posé juste la question, avec quelle langue? Concernant le Cameroun, on a les 2 langues officielles qui sont là et on enseigne aussi bien en français et en anglais. La subordination encore d'un pays qui, soumis aux influences anglophones et francophones, qui n'est pas capable de revaloriser ces langues pour justement dispenser. Nous avons besoin. Attendez, vous êtes en train de refuser une évidence et quand vous parlez du concret et de l'idéologie, moi je vais vous répondre. Quand on vient sur le concret, on vous démontre noir sur blanc qu'il y a encore ces zones d'influence linguistique. Donc directement. Qui d'ailleurs? Je vais vous répondre directement. S'agissant de la RDC, parce que vous voulez aborder ce problème-là, moi je l'aborde sur le plan pratique. La RDC, c'est un pays qui a comme langue officielle le français. D'accord? Il y a une langue qui tend à s'imposer dans la RDC, que vous connaissez bien, qui est le lingala. C'est quel enseignement qu'on... C'est toujours le français. C'est la subordination encore d'un pays qui... Le lingala, puisque vous dites que je vous dis ceci. Vous voulez qu'on diffuse ces enseignements-là dans une langue compréhensible, vernaculaire, si vous voulez. Tout à fait. Aujourd'hui, quand on dit multiplier, là, le signe multiplier, dans un algèbre, en mathématiques, en lingala, multiplier, ça veut dire quoi? Dites-moi un peu. Kobakisa. Ah bon, c'est ça? Ouais, et la division, c'est? Kolongola, Kokabola na Katikati. Enfin, moi, je ne comprends pas trop lingala. Je ne suis pas certain qu'on ait vraiment tous les... On a tout ce qu'il faut. D'ailleurs, attendez. Dans votre propre pays, là, on n'enseigne pas en lingala. Attendez, quand je suis en train de parler... Donc, vous voyez que vous êtes en train de faire de l'idéologie depuis là. Attendez. C'est vous qui défendez le Cameroun. Quand moi, je suis en train de parler... Non, je ne défends pas que le Cameroun, je parle au niveau africain. Attendez, je suis en train de vous démontrer la subordination de tous ces pays. Non, moi, je n'épargne pas la République démocratique. Attendez. Dans cet ouvrage, j'ai justement abordé ces questions d'éducation. Et la République démocratique du Congo, qui par malheur, et je l'ai reproché aux dirigeants français un jour, dans un cadre qui m'a été accordé, ils sont en train de présenter la République démocratique du Congo comme un pays francophone. La République démocratique du Congo est un pays lingalophone, si on veut dire ainsi, swahiliphone, lubaphone et kikongophone. La quasi-majorité de cette population s'exprime dans ces langues. Il est totalement insultant, voire même une forme d'inconsidération humaine d'imposer à ces pays-là cette étiquette du pays francophone. De deux, d'imposer l'enseignement, l'enseignement en langue française. C'est ce que je décris. Vous voyez un pays comme la République démocratique du Congo. Je vais vous apprendre une chose. Non, vous ne décrivez rien. Attendez. Depuis là, vous ne décrivez rien. Il y a en République démocratique du Congo... Il y a en République démocratique du Congo près de 500 écoles administratives et scientifiques. Or, dans ces pays-là, qui disposent à peu près de 80 millions d'hectares de terres arables, il n'y a pas des écoles agricoles. Et s'il y en a, de quelle qualité? Moindre. Donc c'est la faute à qui ça? C'est la faute à ce système colonial dont les dirigeants africains ne sont pas capables de se défaire. Donc Patrice Lumumba, au lendemain de notre indépendance... Attendez, s'il vous plaît, et on va essayer de bien comprendre là. Aujourd'hui, messieurs, juste une minute. Je vous propose, nous sommes allés rencontrer des personnes. On était à une conférence organisée il y a quelques jours et on a posé la question quand même à des personnes qui habitent à Paris de savoir s'il fallait continuer à célébrer les indépendances africaines. Je vous propose que l'on regarde et ensuite on va conclure le débat parce que hélas, on a le temps. Effectivement. Et Non, je pense que les indépendances africaines, on ne doit pas les célébrer. C'est un échec, les indépendances. Et 60 ans, l'Afrique est de plus en plus pauvre. L'immigration est là.
l'espérance, les gens n'espèrent de rien. Il n'y a pas d'espérance. Tout le monde veut quitter le continent. Donc, pas de fête. Bien sûr qu'il faut continuer à célébrer les indépendances africaines dans la mesure où il faut toujours, lorsqu'on est un pays, être dans un fil de l'histoire, être capable de dire d'où l'on vient. Il y a quelque chose de fondamental et quand bien même dans toute une série de pays, on voit bien les critiques qui peuvent être faites parfois en disant mais finalement les dirigeants ont gâché les indépendances dans certains pays, mais il n'empêche que ce moment fondateur de la sortie de la tutelle coloniale est quelque chose qui ne peut pas être effacé. Mais plutôt que la célébration, c'est peut-être davantage la réflexion sur ce que ça signifie une indépendance et quels sont les efforts qu'il reste à faire pour être des pays peut-être mieux gérés, dans lesquels la démocratie s'instaure de façon extrêmement robuste et non pas avoir des gens qui utilisent ces célébrations, ces commémorations simplement pour occuper l'espace de la télévision publique et faire des reportages à leur gloire. Alors nous arrivons à la dernière partie de ce débat. Peut-être pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire? Effectivement, vous avez des choses à dire. Tout simplement, Karine, si tu me permets juste une petite parenthèse. Le monsieur, tout à l'heure, était sur un point très important. Il disait que la langue à travers laquelle on diffuse les enseignements est très importante. Bon, il réfute le fait qu'aujourd'hui, le Congo, c'est à peu près 80, voire même pratiquement 90 ou presque 100 millions d'habitants, mais monsieur réfute que ce n'est pas un pays francophone. Bon, moi j'ai juste une question, vous savez, c'est la notion de contrat. Vous savez, les Congolais font des affaires entre eux, ils font des affaires avec d'autres personnes aussi. Bon, moi qui suis Camerounais, je vais faire une affaire avec un Congolais, la notion de contrat. Un contrat entre vous et moi, forcément, il sera écrit en français, non? Ce n'est pas un lingala qui sera écrit, non? Vous êtes d'accord ou non? Non, je ne suis pas d'accord. Parce que justement, un contrat... Non, je m'arrête là. J'y vais alors. Un contrat, justement, dans ce sens, ça va répondre doublement à la question précédente qui était là. Ça va nous permettre justement de trouver la pointe, comme déjà l'a fait l'Union africaine, en choisissant 6 langues africaines. Et au moment où je suis en train de parler, les Swahili est en train déjà de faire les liens, même jusqu'au Ghana. Les Swahili fait déjà les liens, donc on peut choisir une langue qui peut nous permettre justement d'aller dans ce sens sans pour autant recourir au français. Le fait que le français soit au milieu, c'est la conséquence de cette politique coloniale qui fait qu'il est toujours l'arbitre. D'ailleurs, vous verrez qu'à l'époque, c'était pour, avant de passer par une capitale africaine, il faut repasser par Paris. Une culture que beaucoup d'autres puissances avaient justement reprise. Donc, c'est pour vous dire que... Entre vous et moi qui parlons le français, là, on va faire un contrat, c'est en Swahili que vous allez faire le contrat. C'est en Swahili qu'on va le faire. Vous êtes sûr que moi, je vais signer un contrat en Swahili? En Kikongo qu'on peut le faire. Je suis sûr. Parce que ça se fait déjà. Ça se fait déjà. Quand vous allez dans les zones frontalières, il y a une réalité aujourd'hui. Vous parlez de quelles zones frontalières là? C'est ce que je vous explique. C'est ce que je suis en train d'arriver. Dans les zones frontalières, par exemple, entre le Ghana et le Togo. On voit les mêmes populations, surtout dans la ville qu'on appelle Aflao. D'un côté comme de l'autre. Lorsque vous allez dans le Manianga, vous voyez en République démocratique du Congo, au Congo-Brazzaville. Lorsque vous allez vers les Kivu, entre le Rwanda et ces populations-là parlent la même langue. Quand vous allez même entre la République, la République centrafricaine et la République démocratique du Congo, ces populations-là parlent le même langue. Non, mais c'est une réalité que les téléspectateurs de Karine vont se faire une idée de tout ce que nous sommes en train d'avancer. L'idée est très claire, parce que là vous faites encore un raccourci. Je prends un pays comme le Cameroun où on dénote à peu près 286 ethnies différentes. Ça fait autant de langues aussi. Dans le cas du Congo, votre pays là, c'est 400, c'est à peu près 400. Bon, effectivement, il y a peut-être, quand on essaie de regrouper ça en aire géographique à peu près grande ou plus grande, il y a à peu près 5 grands vocables là-bas chez vous. Il y a l'Ingala, le Kikongo, le je sais pas quoi, il y en a à peu près 5, et y compris le Swahili dont vous êtes en train de parler. Vous voyez même déjà que dans votre propre pays, on n'arrive pas à en sortir qu'un seul qui puisse diffuser dans tout le Congo. Vous voyez déjà le problème. Non, il n'y a aucun problème. Bien sûr qu'il y a des problèmes. Mon cher frère, ça c'est un argument de la colonisation. Je vais vous démontrer qu'il n'y a pas de problème. Moi qui vous parle là, j'ai jamais été colonisé, moi. Moi, je n'ai pas vécu la colonisation. Donc, moi, tout ce que je vous dis là est complètement... Vous subissez les séquelles et les conséquences de la colonisation. On les subit comment? Dans votre pays, dans l'appartenance même de défendre ces drapeaux que vous défendez là. Je vais vous dire, c'est-à-dire qu'au niveau historique là, parce que vous savez, dans l'histoire, il y a 2 dimensions dans l'histoire qu'il ne faut pas ignorer, l'historiographie et l'historicité, d'accord? Et des fois, les deux ne couplent pas ensemble. Et je vais vous dire une chose. Bon, moi, je parle d'un cas singulier
le cas du... Restons sur la langue. Il y a la possibilité de diffuser dans toutes les langues africaines sans se cacher. Parce que l'Union africaine avait déjà choisi 6 langues. Mais ce n'est pas l'Union africaine qui va... Je vous dis, l'Union africaine moi, je veux vous dire, est allée dans le même sens. Ce n'est pas l'Union africaine qui va choisir un vocable pour 55 pays. Juste un mot. La République démocratique du Congo en a des millions. Il y a 4 langues nationales. Un mot, juste pour conclure. Un mot pour conclure. 4 langues nationales. Qu'est-ce que vous appelez langue nationale? Une langue qui est parlée par un Congolais, n'importe où, c'est une langue nationale. Donc, il y a 4 langues nationales qui ont été... faites le distinguo avec une langue officielle. Vous voyez que vous trompez. Non, il y a 4 langues nationales d'abord. Toutes les langues qui sont parlées au Congo sont des langues nationales. Je voudrais vous dire ceci. Voilà, il y a d'abord 4 langues nationales. Quand je vous dis ça, pourquoi? Parce que ce sont les 4 langues qui ont été acceptées dans l'administration nationale du pays. C'est la nuance et détail. Toutes les langues ne font pas partie de l'administration du pays. Alors, vous devez avoir cette nuance-là. Vous commettez déjà une grosse erreur dès le début. Non, ce n'est pas une erreur. C'est une nécessité. Toutes les langues. Les téléspectateurs apprécient. C'est une nécessité d'aller dans ce sens. Les langues qui sont parlées au Congo sont des langues nationales. Écoutez-moi bien, les langues nationales, quand je vous parle des 4 langues nationales, ce sont les 4 langues qui ont été acceptées dans l'administration nationale du pays. Non, c'est une erreur que vous faites. Ce sont les 4 langues qui sont diffusées nationalement dans la chaîne nationale du pays. C'est la raison pour laquelle, en fait, ce n'est pas une erreur. Mais bien sûr, ce n'est pas une erreur. Les autres langues qui sont là, qui cohabitent avec celles-là, mais c'est un statut qu'on accorde aussi des langues nationales. Mais personne ne dit le contraire. C'est un statut qu'on accorde à ces 4 langues pour qu'ils soient utilisés dans l'administration. Vous confondez le Je ne confonds pas. La constitution de la République démocratique du Congo, il y a quelques années, ça a changé maintenant. Considérer 4 langues nationales et 2 langues officielles. Après, ça a changé. C'est ça que je suis en train de te parler, administrativement parlant. Donc, ça a changé aujourd'hui. Et les 2 langues officielles, c'est quoi? Mais l'anglais et le français. Conséquence de la colonisation. Et il y a combien conséquence de la subordination. Parce que chez vous, on ne parle pas l'anglais. Mais c'est vous qui soutenez ces conneries. Très bien, messieurs. Messieurs, s'il vous plaît. Messieurs, nous sommes au terme de la colonisation. On a débordé sur le temps. Pour conclure, en vraiment 2 mots. Bon, pour conclure sur ce débat qui concernait donc la remémoration donc des indépendants, je pense que c'est un pilier important dans chaque bon, on ne va pas parler d'État-nation et dans chaque pays qui doit continuer à formaliser et encore raffermir tout ce qui est au niveau institutionnel. Et de ce point de vue-là, l'indépendance, c'est vraiment le point de départ de toute la construction nationale. Très bien, merci. Moi, Zoulou. Je voudrais conclure juste par dire que dans l'habitude notamment de la colonisation et de ses agents coloniaux, ils ont eu une spécialité d'accoler des étiquettes et des mots, les vocabulaires humiliants et insultants de la colonisation. C'est d'ailleurs, vous verrez tous les agents, comme notre frère qui était sur le plateau, vous appelez de l'idéologie, comment vous appelez, de dogmatisme. Alors je pense que tous les téléspectateurs auront la perspicacité de comprendre qu'il est hors de question d'ailleurs de continuer à fêter et à commémorer ces soi-disant fêtes. Il faut justement... C'est le moment qui nous est donné de penser à ce que pensaient nos pères des indépendances. Si l'on veut réellement être indépendant et souverain, de continuer dans ces devoirs qu'ils nous ont laissés, de continuer dans ce sens. Et je voudrais par là saluer le président John Magufuli, lui, de la Tanzanie, qui en ce jour avait demandé au peuple tanzanien d'aller dans les rues pour balayer, nettoyer justement l'ensemble des rues, au lieu de dépenser l'argent de l'État pour justement encore agrémenter des soirées, notamment somptueuses et qui ne rapportent rien à notre peuple. Très bien. Merci beaucoup aux invités, merci beaucoup aux téléspectateurs. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne et merci bien entendu à toute l'équipe qui m'a aidé à réaliser cette émission.